Bienvenue dans la voie des mondes reliés. Je suis Marie Tamoifo. Ici, chaque histoire est un pont. Un pont entre les femmes, les mémoires, les territoires et les futurs. Je prends un souffle. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode Sous l'ombre des arbres et du monde. C'est la deuxième série de notre podcast La voix des mondes reliés. Vous vous souvenez, la dernière fois nous avons parlé des paroles qui sauvent. Et aujourd'hui je voudrais qu'on rentre dans un monde tout à fait différent quand la justice avait un visage humain. L'arbre qui se souvient aujourd'hui. C'est le titre de notre épisode La voix des mondes reliés. Le deuxième épisode de la série Sous l'ombre des arbres et du monde. Imagine une forêt, pas une forêt ordinaire, non. Une forêt ancienne, profonde, une forêt qui respire comme un être humain, une forêt où chaque arbre est un témoin, où chaque racine est une mémoire, où chaque feuille est une histoire, une forêt où les siècles se tiennent debout, où les civilisations se parlent encore à voix basse, où les ancêtres marchent à côté de toi sans que tu ne les vois, mais où tu sens leur présence dans la manière dont le vent caresse ton visage. Tu avances, le sol respire sous tes pas, l'air est dense, chargé de murmures. Il y a une odeur de terre humide, des feuilles écrasées, de pluie ancienne. Le vent glisse entre les branches, comme une main qui caresse un visage oublié. Et soudain, tu arrives devant un arbre immense, un arbre qui aurait vu passer les caravanes transariennes, les navires marchands du XVe siècle, les révolutions industrielles, les indépendances africaines, les migrations, les guerres, les renaissances. Parfois et très souvent, on parle de ces arbres qui ont 100 ans, 200 ans, un siècle. Je me rappelle, on a des arbres comme ça au Cameroun de 100 ans, on en a en Europe aussi. Et tout à l'heure d'ailleurs, j'en ai vu un autre en passant. Un arbre dont les racines plongent dans les royaumes du Sahel et dont les branches touchent Harlem, Kyoto, Port-au-Prince, Lagos, Alexandrie et Paris. Cet arbre n'est pas seulement un arbre, c'est un témoin, un gardien, un archiviste silencieux. Et sous cet arbre, il y a des voix que l'histoire patriarcale a tenté d'étouffer, des voix de femmes dont les victoires ont été volées, dont les découvertes ont été attribuées à des hommes, dont les talents ont été effacés pour ne pas déranger l'ordre établi. Des voix de femmes qui ont bâti, qui ont résisté, qui ont créé, qui ont protégé, qui ont imaginé, qui ont ouvert des chemins que nous empruntons encore aujourd'hui. Mais leurs noms ont été effacés, leurs visages ont été oubliés, leurs œuvres ont été signées par d'autres, leurs victoires ont été attribuées à des hommes. Pourtant, la mémoire a une particularité. Elle ne disparaît jamais. Elle attend, elle respire, elle revient. Aujourd'hui, nous marchons vers elle. Aujourd'hui, nous marchons sous l'ombre des arbres, de la voix des mondes reliés. Alors, pourquoi ces histoires sont essentielles aujourd'hui et pourquoi j'en parle? Nous vivons dans un monde où les jeunes cherchent des preuves que la grandeur peut naître dans l'ombre, que la résistance peut commencer dans une cuisine,
dans un laboratoire, dans un atelier, dans un chant, dans un geste. Ils cherchent des repères, ils cherchent des ancêtres, ils cherchent des modèles qui leur ressemblent, ils cherchent des histoires qui les portent, qui les élèvent, qui les rassurent, qui leur disent « Tu n'es pas seul, tu viens de quelque part ». Mais pour comprendre le présent, il faut regarder ce que l'histoire a fait au passé. Il faut regarder qui a été effacé, qui a été volé, qui a été réduit au silence, qui a été transformé en mythe pour ne pas être reconnu comme réel. Il faut regarder comment l'histoire a été écrite, par qui, pour qui, contre qui. Parce que l'histoire n'est pas neutre, elle n'est pas objective, elle n'est pas innocente. L'histoire est un choix, un tri, une sélection, une construction. Et dans cette construction, des femmes et des hommes aujourd'hui transforment ce silence, cette ombre en lumière. Cet épisode raconte les femmes qui ont changé le monde et les hommes et les systèmes qui ont tenté de leur voler cette lumière. Mais cet épisode raconte aussi autre chose. La manière dont ces femmes ont résisté, la manière dont elles ont crié malgré tout, la manière dont elles ont laissé des traces que personne n'a pu effacer. Je veux qu'on parle aujourd'hui de ce qui se passe quand la justice se rappelle sous les armes. Avant les palais de justice, avant les codes écrits, avant les constitutions, il y avait l'arbre. En Afrique, on appelait l'arbre à l'arbre. Un lieu où on venait non pas pour condamner, mais pour comprendre, pour écouter, pour réparer, pour rétablir l'équilibre entre les êtres et les hommes. En Europe, un roi faisait la même chose. Un roi que l'histoire a retenu le nom de Saint-Louis. Louis IX, qui, au XIIIe siècle, quittait volontairement son palais pour aller s'asseoir sous un chêne dans la forêt de Vincennes afin de rendre justice au peuple. Il disait « Je veux que chacun puisse venir me parler librement ». Ce roi, que l'on imagine lointain, était en réalité un homme qui savait que la justice ne peut pas être juste si elle n'est pas visible, partagée, incarnée. Et ce geste n'était pas isolé, il était le reflet d'une tradition humaine je me souviens que certains amis me disaient qu'avant le monde était matriarcal. Avant que les sociétés patriarcales ne s'imposent, il existait des sociétés où les femmes étaient les gardiennes de la loi, les protectrices de la mémoire, les arbitres des conflits et les piliers de la justice. Prenons quelques exemples de sociétés matrilinéaire et matriarcale. Les Akans et Ashanti au Ghana, on les appelait les Queen Mothers, qui choisissaient les rois et pouvaient les destituer. On a au Nigeria les Igbo, les Umuoda, conseils de femmes, qui réglaient les conflits familiaux et communautaires. On a en Chine ce qu'on appelait les Musuo, la société matrilinéaire où les femmes décidaient des alliances et des héritages. Dans les Amériques iroquois, les Odenozoné, les mères de clans nommaient les chefs et géraient les conflits. Et bien évidemment les peuples pré-celtiques d'Europe, les druidesses, qui rendaient justice dans les clairières sacrées. Je voudrais aussi parler, en Nouvelle-Calédonie, des Kanaks, les femmes qui étaient gardiennes des tabous et des lois orales. Ces sociétés n'étaient pas des utopies. Elles étaient des réalités et elles ont existé partout, même à Batchamin. Je me rappelle qu'il y avait des sociétés secrètes où les femmes faisaient effectivement partie de ces sociétés-là.
Donc les femmes ont porté la justice dans le monde. Je veux citer quelques exemples parce que ce sont ceux-là qui guident. Il y a Asantewaa, Ghana, la reine-mère Ashanti qui, en 1900, déclara « Si vous les hommes ne vous levez pas, nous le ferons, nous les femmes. » Elle mena la guerre du tabouret d'or contre l'Empire britannique. Nyaruruwa, au Nigeria, en 1929. Elle dit non à une taxe coloniale injuste. Son geste déclencha la Women's War, l'un des plus grands mouvements féminins anticoloniaux. Je parle de Ransom Kuti, la fondatrice du premier mouvement féministe africain moderne. Elle fit reculer les gouverneurs coloniaux. Les mères des clans iroquois en Amérique, elles nommaient les chefs, elles géraient les conflits et pouvaient destituer les leaders qui étaient injustes. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver aujourd'hui encore? Les reines-mères du Dahomey au Bénin, elles conseillaient les rois et rendaient justice dans les affaires familiales et politiques. Mais pourquoi la justice n'est-elle plus la justice d'avant? Parce que la justice moderne est devenue trop bureaucratique, trop lente, trop éloignée, trop déshumanisée, parfois corrompue, souvent inaccessible. Parce que les États ont oublié que la justice est d'abord un lien, pas une procédure. Parce que les chefs ont oublié que la justice est d'abord une écoute, pas un verdict. Parce que les sociétés ont oublié que la justice est d'abord une réparation, pas une punition. Et pourtant, même aujourd'hui, dans les villages, dans les familles, dans les foyers, les hommes demandent encore conseil à leurs femmes, à leurs mères, à leurs filles, à leurs sœurs, avant de prendre une décision importante. La sagesse féminine continue d'exister, même si elle n'est pas reconnue officiellement. Ce que nos États et nos chefs peuvent réinventer. Nous pouvons réimaginer une justice plus humaine, plus communautaire, plus transparente, plus enracinée, plus féminine et plus équilibrée. Nous pouvons associer les femmes aux tribunaux communautaires. Nous pouvons créer des espaces de médiation sous les arbres, dans les quartiers, dans les villages. Nous pouvons restaurer les conseils de mères et tantes de sages. Parce que la justice n'est pas un bâtiment. La justice est un cercle, la justice est une parole et la justice, c'est un art. Alors aujourd'hui, je vous invite à imaginer que nous sommes tous réunis sous cet immense arbre. Un arbre qui porte les mémoires du monde, un arbre qui a vu les matriarches d'Afrique, les druidesses d'Europe, les mères de clans d'Amérique, les sages d'Asie et les gardiennes d'Océanie. Sous cet arbre, je vous invite à poser vos questions, à déposer vos blessures, à offrir vos rêves et à écouter les voix anciennes qui disent « La justice commence par la parole. La justice commence par l'écoute. La justice commence par le courage de dire la vérité. La justice commence par toi. » Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais nous pouvons réapprendre. Nous pouvons réparer. Nous pouvons réenraciner la justice dans ce qu'elle a toujours été. Un acte d'amour, un acte de courage, un acte de communauté. Et si le monde semble parfois trop vaste, souvenez-vous, toutes les grandes justices ont commencé sous un arbre.